La France est un pays riche en histoire, et ses châteaux en sont la parfaite illustration. Parmi ces joyaux architecturaux, certains se distinguent par leur imprenable défense et leur capacité à résister aux assauts au fil des siècles. Je vais vous en présenter 10. À noter que de nombreux châteaux sont réputés comme imprenables en France, et il est possible que je ne parle pas de votre préféré dans cette vidéo, alors n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire. La cité de Carcassonne, joyau médiéval du sud de la France, possède une histoire riche et fascinante qui s'étend sur plus de 2 millénaires. Ses origines remontent à l'époque pré-romaine avec les premiers vestiges d'occupation humaine datant du 6e siècle avant Jésus-Christ lorsque les Ibères s'installèrent sur la colline où se dresse aujourd'hui la cité. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains reconnurent l'importance stratégique du site et y établirent un castrum, fortifiant ainsi la colline. Après la chute de l'Empire romain, la cité passa sous le contrôle de différentes puissances. Les Wisigoths s'en emparèrent au 5e siècle et renforcèrent ses fortifications. Puis, au 8e siècle, les Sarrasins occupèrent brièvement la ville avant d'être chassés par les Francs de Pépin le Bref en 759. La cité de Carcassonne devint rapidement réputée pour être une forteresse quasi imprenable, et ce, pour plusieurs raisons. Sa position stratégique sur une colline dominant la plaine environnante lui conférait un avantage naturel défensif. Son système de double muraille, comprenant 52 tours et 3 km de remparts, rendait les assauts extrêmement difficiles. Les fortifications incluaient des techniques de défense avancées, telles que des meurtrières, des créneaux et des hourds, permettant aux défenseurs de repousser efficacement les attaquants. De plus, la cité disposait de puits et de citernes, assurant un approvisionnement en eau, même lors de longs sièges. Malgré sa réputation d'imprenabilité, la cité de Carcassonne a connu plusieurs sièges et captures au cours de son histoire. En 1209, pendant la croisade des Albigeois, la cité fut assiégée par les croisés dirigés par Simon de Montfort. Après une résistance de 2 semaines, le vicomte Raymond Roger Trencavel se rendit, croyant à tort à une promesse de négociation. En 1226, le roi Louis VIII prit possession de la cité sans combat, marquant ainsi son rattachement au domaine royal français. En 1240, Raymond de Trencavel, fils de Raymond Roger, tenta de reprendre la cité, mais échoua malgré un siège d'1 mois face à la résistance des défenseurs. Après ces événements, la cité de Carcassonne devint une forteresse royale stratégique, gardant la frontière entre la France et l'Aragon. Son rôle militaire diminua progressivement après le traité des Pyrénées en 1659, qui repoussa les frontières plus au sud. Au 19e siècle, la cité tomba en ruine et fut menacée de démolition. Heureusement, grâce à l'intervention de l'écrivain Prosper Mérimée et de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, d'importants travaux de restauration furent entrepris à partir de 1853. Bien que controversés pour leur interprétation parfois romanesque de l'architecture médiévale, ces travaux ont permis de sauver la cité et de lui redonner son aspect imposant. Aujourd'hui, la cité de Carcassonne est un site touristique majeur, attirant des millions de visiteurs chaque année. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997, elle témoigne de plus de 2000 ans d'histoire militaire et architecturale, offrant un aperçu unique de l'évolution des techniques de fortification du Moyen-Âge à l'époque moderne. Le château de Vincennes, situé à l'est de Paris, est un monument emblématique de l'histoire de France, dont les origines remontent au XIIe siècle. À cette époque, Louis VII fait construire un pavillon de chasse dans la forêt de Vincennes, qui deviendra le point de départ du futur château. C'est sous le règne de Philippe Auguste, au début du XIIIe siècle, que le manoir prend de l'importance. Il est agrandi et fortifié, devenant une résidence royale appréciée. Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, y séjourne fréquemment et y rend la justice sous un chêne selon la légende. Le château connaît sa transformation la plus significative sous Philippe VI de Valois au XIVe siècle. Il ordonne la construction d'un donjon monumental achevé en 1369 sous Charles V. Ce donjon, haut de 52 mètres, devient alors la plus haute forteresse médiévale d'Europe. Charles V fait également ériger une enceinte fortifiée autour du manoir et du donjon, créant ainsi une véritable forteresse royale. La difficulté de conquérir et d'assiéger le château de Vincennes réside dans plusieurs facteurs. Premièrement, sa position stratégique à l'est de Paris en fait un point de défense crucial pour la capitale. De plus, son imposant donjon, ses épaisses murailles et son enceinte fortifiée en font une forteresse redoutable. La présence d'un profond fossé autour de l'enceinte renforce encore sa défense.
Malgré sa puissance défensive, le château de Vincennes n'a pas connu de siège majeur au cours de son histoire. Cela s'explique en partie par son statut de résidence royale et son importance stratégique, qui ont dissuadé les potentiels assaillants. Néanmoins, le château a joué un rôle important lors de plusieurs événements historiques. Sous Louis XV et Louis XVI, le donjon est transformé en prison d'État, accueillant des prisonniers célèbres comme le marquis de Sade et Diderot. Lors de la Révolution française, le château est brièvement occupé par des émeutiers en 1791, mais il ne subit pas de dommages majeurs. Napoléon Ier le transforme en arsenal et en caserne, fonction qu'il conservera en grande partie jusqu'au XXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château est occupé par les forces allemandes. De nos jours, le château de Vincennes est un monument historique ouvert au public. Il abrite également le service historique de la défense et continue de jouer un rôle important dans la préservation de l'histoire militaire française. Le château du Haut-Königsbourg, perché sur les hauteurs des Vosges alsaciennes, est un témoignage remarquable de l'architecture militaire médiévale. Son histoire, riche et mouvementée, s'étend sur plus de 9 siècles. Les origines du château remontent au XIIe siècle, lorsque les Hohenstaufen, une puissante famille impériale, décident de construire une forteresse sur ce promontoire rocheux stratégique. Le site, dominant la plaine d'Alsace, offre une vue imprenable sur les principales voies de communication de la région. Au XIIIe siècle, le château passe aux mains des Habsbourg, qui le confient à différentes familles nobles locales. C'est à cette époque que le château prend le nom de Königsbourg, littéralement « château du roi », soulignant son importance stratégique et symbolique. La position géographique du Haut-Königsbourg en faisait une forteresse naturellement difficile à conquérir. Perché à 757 mètres d'altitude sur un éperon rocheux, le château bénéficiait d'une défense naturelle formidable. De plus, ses fortifications impressionnantes, avec des murs épais et des tours de guet, renforçaient considérablement sa capacité défensive. Malgré ses atouts, le château a connu plusieurs sièges et captures au cours de son histoire. L'un des épisodes les plus notables survient en 1462 lorsque le château est assiégé et pris par les forces des villes de Colmar, Strasbourg et Bâle en conflit avec les seigneurs locaux accusés de brigandage. Cet événement marque un tournant dans l'histoire du château qui est partiellement détruit. Néanmoins, le siège le plus dévastateur a eu lieu en 1633 pendant la guerre de 30 ans. Les Suédois, après un long siège, parviennent à s'emparer du château et l'incendient. Cette fois, les dégâts sont considérables et le château est laissé à l'abandon pendant plus de 2 siècles. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le Haut-Königsbourg connaît une renaissance spectaculaire. En 1899, la ville de Sélestat, alors propriétaire des ruines, les cède à l'empereur allemand Guillaume II. Ce dernier, désireux d'affirmer la puissance germanique en Alsace, alors territoire allemand, décide de restaurer le château dans un style néo-médiéval. Les travaux de restauration, dirigés par l'architecte Bodo Hebert, durent de 1900 à 1908. Bien que critiqué par certains pour son interprétation parfois romanesque de l'architecture médiévale, cette restauration a permis de sauver le château de la ruine et de lui redonner son aspect imposant. À l'heure actuelle, le château du Haut-Königsbourg est l'un des monuments les plus visités d'Alsace. Il offre aux visiteurs un aperçu fascinant de l'architecture militaire médiévale et de l'histoire mouvementée de cette région frontalière. Son histoire, marquée par des périodes de gloire, de déclin et de renaissance, reflète les turbulences politiques et militaires qui ont façonné l'Alsace au fil des siècles. Le château de Fougères, situé dans la ville éponyme en Bretagne, est un remarquable exemple d'architecture médiévale dont l'histoire s'étend sur près d'un millénaire. Ses origines remontent au XIe siècle, lorsque les premiers seigneurs de Fougères établirent une motte castrale sur un promontoire rocheux surplombant la vallée du Nançon. Au fil des siècles, le château s'est développé pour devenir une imposante forteresse. Sa position stratégique, à la frontière entre la Bretagne, la Normandie et le Maine, en faisait un point de défense crucial pour le duché de Bretagne. Le château de Fougères était particulièrement difficile à conquérir et à assiéger pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa situation géographique offrait un avantage naturel considérable. Le château bénéficiait d'une protection naturelle sur 3 de ses côtés, avec des falaises abruptes plongeant vers la vallée du Nançon. Cette configuration rendait les assauts frontaux extrêmement périlleux pour les assaillants. De plus, les fortifications du château étaient particulièrement impressionnantes.
Avec ses 13 tours, dont certaines atteignant 30 mètres de hauteur, et ses remparts massifs, le château présentait un défi de taille pour tout envahisseur potentiel. Le système de défense était complété par des douves profondes et un pont-levis, renforçant encore la difficulté d'accès à la forteresse. L'architecture du château intégrait également des éléments défensifs avancés pour l'époque. Les meurtrières, les créneaux et les machicoulis permettaient aux défenseurs de repousser efficacement les attaques, tandis que le chemin de ronde facilitait la circulation rapide des troupes le long des remparts. Malgré ses défenses formidables, le château de Fougères a connu plusieurs sièges et captures au cours de son histoire. L'un des épisodes les plus importants eut lieu en 1166 lorsque le roi d'Angleterre Henri de Plantagenet s'empara du château après un siège. Cet événement s'inscrivait dans le contexte des luttes de pouvoir entre les rois d'Angleterre et les ducs de Bretagne. En 1488, le château fut le théâtre d'un autre siège important pendant la guerre franco-bretonne. Les troupes françaises, sous le commandement de Louis II de la Trémoille, assiégèrent et prirent le château, marquant une étape cruciale dans l'annexion de la Bretagne par la France. Après son rattachement à la couronne française, le château de Fougères perdit progressivement de son importance militaire et fut finalement abandonné au XIXe siècle. À présent, le château de Fougères est l'une des plus grandes forteresses médiévales d'Europe encore debout. Classé monument historique depuis 1862, il attire de nombreux visiteurs fascinés par son architecture imposante et son riche passé. Les 13 tours, les remparts et les cours intérieures offrent un témoignage saisissant de l'ingéniosité militaire médiévale et de l'histoire de la Bretagne. Le château de Pierrefonds, situé dans l'Oise en France, est un exemple remarquable d'architecture médiévale dont l'histoire s'étend sur plus de 1000 ans. Ses origines remontent au XIIe siècle lorsqu'un premier château fut construit sur le site par les seigneurs de Pierrefonds. Néanmoins, c'est à la fin du XIVe siècle que le château prend véritablement son aspect imposant. Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, acquiert le domaine en 1393 et décide de transformer la forteresse existante en un château puissant et moderne. Les travaux, qui dure de 1397 à 1407, donne naissance à une forteresse impressionnante, conçue pour être à la fois une résidence princière et une place forte militaire. Le château de Pierrefonds était particulièrement difficile à conquérir et à assiéger pour plusieurs raisons. Sa position géographique surplombant la vallée de l'Aisne lui conférait un avantage naturel considérable. Son architecture défensive était remarquablement avancée aussi pour l'époque. Le château était entouré de hauts remparts flanqués de 8 tours massives, chacune mesurant plus de 20 mètres de hauteur. Ces tours, équipées de meurtrières et de machicoulis, permettaient une défense efficace sur tous les angles. L'entrée du château était particulièrement bien protégée, avec un pont-levis, une herse et une porte fortifiée. À l'intérieur, le donjon offrait un dernier refuge en cas de siège prolongé. Le système défensif était complété par des douves sèches profondes, rendant l'approche du château encore plus dangereuse pour d'éventuels assaillants. Malgré tout cela, le château de Pierrefonds a connu des moments difficiles au cours de son histoire. Par exemple, en 1617, on peut citer les troubles de la régence de Marie de Médicis. Le château, alors aux mains de partisans du prince de Condé, opposé au pouvoir royal, fut assiégé par les troupes du roi Louis XIII. Après un siège de plusieurs mois, le château finit par se rendre. En effet, le cardinal de Richelieu, déterminé à réduire le pouvoir des grands seigneurs, ordonna le démantèlement de nombreuses forteresses à travers la France. Pierrefonds, considéré comme un repère de rebelles, fut assiégé par les troupes royales. Après une résistance acharnée, le château finit par tomber. Richelieu ordonna alors sa destruction partielle, le laissant à l'état de ruine pittoresque pendant plus de 2 siècles. Le château resta dans cet état jusqu'au XIXe siècle, lorsque l'empereur Napoléon III décida de le restaurer. Il confia cette tâche à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc en 1857. Cette restauration, qui dura jusqu'en 1885, bien après la mort de Napoléon III, donna au château son aspect actuel. Encore une fois, critiqué par certains pour son interprétation parfois romanesque, cette restauration a permis de sauver le château et d'en faire un témoignage unique de l'architecture militaire du Moyen-Âge. De nos jours, le château de Pierrefonds est un monument historique majeur. Il offre un aperçu saisissant de ce qu'était une forteresse médiévale à son apogée, tout en témoignant des changements politiques et culturels qui ont marqué l'histoire de France, du Moyen-Âge à nos jours. Le château d'If, situé sur l'île d'If au large de Marseille, est une forteresse emblématique, dont l'histoire est aussi fascinante que mouvementée. Ses origines remontent au début du XVIe siècle, lorsque le roi François Ier ordonna sa construction en 1516 pour protéger la côte marseillaise des invasions maritimes.
La construction du château débuta en 1527 et s'acheva en 1531. L'emplacement stratégique de l'île d'If, à seulement 1,5 km du vieux port de Marseille, en faisait un point de défense crucial pour la ville et son port. Le château d'If était particulièrement difficile à conquérir et à assiéger pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa situation insulaire le rendait naturellement inaccessible, sauf par voie maritime. Les falaises abruptes de l'île et les fortifications imposantes du château constituaient des obstacles redoutables pour d'éventuels assaillants. Ses murs épais et ses 3 tours offraient une excellente protection contre les tirs d'artillerie de l'époque. Malgré sa réputation de forteresse imprenable, le château d'If n'a jamais réellement fait face à des sièges notables ou à des tentatives de capture au cours de son histoire. En effet, sa fonction principale a rapidement évolué de celle de forteresse défensive à celle de prison d'État. Dès 1540, le château commença à accueillir des prisonniers, principalement des opposants politiques et religieux. Cette fonction carcérale est devenue prédominante au fil des siècles, éclipsant son rôle militaire initial. Parmi les prisonniers célèbres qui y furent détenus, on peut citer Jean-Baptiste Château, accusé d'avoir introduit la peste à Marseille en 1720, et le révolutionnaire Mirabeau au XVIIIe siècle. Le château d'If gagna une renommée internationale grâce au roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, publié en 1844. Bien que l'emprisonnement du héros Edmond Dantès soit fictif, ce récit contribua grandement à la mythification du lieu. Au cours de son histoire, le château d'If a connu plusieurs périodes de rénovation et de transformation. En 1926, le château fut classé monument historique, marquant le début de sa reconversion en site touristique. Actuellement, le château d'If est l'un des monuments les plus visités de Marseille. Il attire chaque année des milliers de visiteurs fascinés par son histoire, son architecture et les légendes qui l'entourent. Les touristes peuvent explorer les cellules, les cours et les remparts, s'imprégnant de l'atmosphère unique de ce lieu chargé d'histoire. Le château de Roquetaillade, situé dans la commune de Mazères en Gironde, est un remarquable exemple d'architecture médiévale et néo-médiévale dont l'histoire s'étend sur près d'un millénaire. Ses origines remontent au Xe siècle, lorsque Charlemagne aurait autorisé l'un de ses compagnons à construire une première forteresse sur ce site stratégique. Le château actuel se compose de 2 parties distinctes, le château neuf, construit au XIVe siècle, et le château vieux, datant du XIe siècle. C'est en 1306 que le cardinal de la Motte, neveu du pape Clément V, obtient l'autorisation du roi d'Angleterre Édouard Ier de construire le château neuf. Cette nouvelle forteresse est érigée à côté de l'ancien donjon, créant ainsi un ensemble défensif impressionnant. La difficulté de conquérir et d'assiéger le château de Roquetaillade résidait dans plusieurs facteurs. Ses fortifications massives, avec des murs épais et des tours imposantes, en faisaient une forteresse redoutable. Le château neuf en particulier était doté de défenses avancées pour l'époque, incluant des mâchicoulis, des meurtrières et un chemin de ronde. À noter que le château de Roquetaillade n'a pas connu de siège ou de capture significative au cours de son histoire. Cela peut s'expliquer par sa position relativement éloignée des grands conflits de l'époque et par l'efficacité de ses défenses qui ont probablement dissuadé d'éventuels assaillants. Au fil des siècles, le château est resté dans la même famille, les Lamotte, qui en sont toujours propriétaires aujourd'hui. Cette continuité familiale a permis de préserver l'intégrité du site et de son histoire. Au XIXe siècle, le château connaît une transformation majeure sous l'impulsion du célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc. Encore lui. Entre 1850 et 1870, il supervise une importante restauration et modernisation du château. Cette intervention, bien que respectueuse de l'esprit médiéval, apporte des éléments de confort moderne et une réinterprétation de l'architecture gothique. Viollet-le-Duc crée notamment des décors intérieurs spectaculaires, mêlant style néo-gothique et néo-renaissance. Ces aménagements réalisés au XIXe siècle témoignent de la volonté de moderniser le château tout en préservant son caractère historique. De nos jours, le château de Roquetaillade est classé monument historique et est ouvert au public. Il offre aux visiteurs un aperçu fascinant de l'évolution de l'architecture castrale du Moyen-Âge au XIXe siècle. Les visiteurs peuvent admirer non seulement les éléments défensifs médiévaux, mais aussi les intérieurs somptueux, créés par Viollet-le-Duc, y compris des cheminées monumentales, des plafonds peints et des meubles d'époque. Le château de Saumur, situé dans le Val-de-Loire en France, est un monument emblématique dont l'histoire s'étend sur plus d'un millénaire. Ses origines remontent au Xe siècle, lorsqu'un premier château en bois fut construit sur un promontoire rocheux dominant la Loire. Au XIe siècle, le comte de Blois
Thibaut le Tricheur fit construire un donjon en pierre pour renforcer les défenses du site. Cette première fortification en pierre marqua le début de l'évolution du château vers la forteresse imposante que nous connaissons aujourd'hui. Le château connut sa transformation la plus significative au XIVe siècle sous le règne de Louis Ier d'Anjou. Ce dernier entreprit de vastes travaux pour transformer la forteresse médiévale en une résidence princière, tout en conservant ses capacités défensives. C'est à cette époque que le château acquit son plan quadrangulaire caractéristique avec ses 4 tours d'angle et ses courtines. Bien sûr, comme les autres châteaux, le château de Saumur était difficile à assiéger et à conquérir. Ses hautes murailles, ses tours massives et ses douves profondes en faisaient une forteresse redoutable. Le système défensif était complété par des meurtrières, des machicoulis et un chemin de ronde permettant une défense efficace à tous les niveaux. Au XIXe siècle, le château perdit progressivement son importance militaire et devint une prison d'État. Cette nouvelle fonction entraîna des modifications de sa structure, notamment le renforcement de certaines parties pour accueillir les prisonniers. Au fil des siècles, le château de Saumur connut diverses utilisations. Il servit de résidence au gouverneur de la ville, puis de caserne à partir de la Révolution française, renforçant son lien avec l'histoire militaire de la France. D'importants travaux de restauration furent entrepris pour sauver ce monument historique. Aujourd'hui, le château de Saumur est un musée municipal qui abrite diverses collections, notamment sur les arts décoratifs et l'histoire équestre. Sa silhouette élégante continue de dominer la ville de Saumur et la Loire, témoignant de son riche passé et de son importance dans l'histoire de la région. La forteresse royale de Chinon, située dans le Val-de-Loire en France, est un monument emblématique dont l'histoire s'étend sur plus d'un millénaire. Ses origines remontent au Xe siècle, lorsque le comte de Blois, Thibaut le Tricheur, fit construire un premier château sur le promontoire rocheux dominant la Vienne. Au fil des siècles, la forteresse s'est considérablement développée et renforcée. Elle atteignit son apogée au XIIe et XIIIe siècle sous le règne des Plantagenets, notamment Henri II d'Angleterre et son fils Richard Cœur de Lion. C'est à cette époque que le château prit sa forme actuelle, avec ses 3 parties distinctes, le fort du Coudray, le château du Milieu et le fort Saint-Georges. La forteresse de Chinon était particulièrement difficile à conquérir et à assiéger pour plusieurs raisons. Encore et toujours sa position géographique stratégique qui lui permettait un avantage naturel considérable. Ensuite, ses imposantes murailles, certaines atteignant jusqu'à 10 mètres d'épaisseur, et ses nombreuses tours offraient une défense redoutable. Et puis tout cela complété par des douves sèches profondes, rendant l'approche du château très périlleuse pour les attaquants. Mais il faut savoir que la forteresse de Chinon a quand même connu plusieurs sièges au cours de son histoire. L'un des plus célèbres eut lieu en 1205, lorsque le roi de France Philippe Auguste assiégea le château, alors aux mains de Jean Santerre, roi d'Angleterre. Après un siège de plusieurs mois, la forteresse finit par tomber, marquant ainsi un tournant dans la lutte entre les rois de France et d'Angleterre pour le contrôle de la région. Un autre moment marquant de l'histoire de Chinon fut la rencontre entre Jeanne d'Arc et le futur Charles VII en 1429. Bien que cet événement ne fût pas un siège à proprement parler, il illustre l'importance stratégique et symbolique de la forteresse à cette époque. Au XVe siècle, le château perdit progressivement de son importance militaire au profit de sa fonction de résidence royale. Cependant, à partir du XVIe siècle, la forteresse commença à décliner et fut progressivement délaissée par les rois de France au profit d'autres résidences dans la région de la Loire. Faut dire qu'il y en a beaucoup. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'intérêt pour la forteresse de Chinon fut ravivé. Classée monument historique en 1840, elle fit l'objet de plusieurs campagnes de restauration qui se poursuivent encore aujourd'hui. Actuellement, la forteresse royale de Chinon est un site touristique majeur du Val-de-Loire. Les visiteurs peuvent explorer ses vastes remparts, ses tours imposantes et ses salles restaurées qui offrent un aperçu fascinant de l'architecture militaire et résidentielle médiévale. Le château de Najac, situé dans l'Aveyron en France, est aussi un remarquable exemple d'architecture médiévale dont l'histoire s'étend également sur près d'un millénaire. Ses origines remontent au XIe siècle, lorsque les premiers seigneurs de Najac établirent une forteresse sur la vallée de l'Aveyron. Le château actuel fut construit au XIIIe siècle, plus précisément en 1253, sur ordre d'Alphonse de Poitiers, frère du roi Louis IX, Saint-Louis. Cette nouvelle forteresse, érigée sur les vestiges de l'ancien château, était conçue pour affirmer l'autorité royale dans la région et contrôler la population locale qui s'était révoltée contre la domination française lors de la croisade contre les Albigeois. Le château de Najac était difficile à conquérir et à assiéger pour plusieurs raisons.
Comme tous les autres, sa position géographique sur un promontoire rocheux lui conférait un avantage considérable. A noter que le site est entouré par une boucle de l'Aveyron sur 3 côtés, ce qui offrait une défense naturelle exceptionnelle. De plus, l'architecture du château était spécifiquement conçue pour la défense. Des murs épais, des tours imposantes, et son donjon carré de 40 mètres de haut en faisait une forteresse redoutable. Le système défensif, il était complété par des innovations militaires de l'époque, telles que des archères à étrier permettant un tir plongeant, des hourds en bois sur le chemin de ronde et un ingénieux système de citernes pour l'approvisionnement en eau en cas de siège. Le château de Najac n'a pas connu de siège particulièrement notable au cours de son histoire. Peut-être parce que ses défenses étaient très efficaces, ce qui a probablement dissuadé les attaquants potentiels. Cependant, le château a joué un rôle important dans l'histoire de la région. Au cours du XIVe siècle, pendant la guerre de 100 ans, il servit de base aux Anglais qui occupaient la région. Plus tard, au XVIe siècle, il fut impliqué dans les guerres de religion, changeant plusieurs fois de main entre catholiques et protestants. Au fil des siècles, le château perdit progressivement de son importance militaire. À partir du XVIIe siècle, il commença à tomber en ruine. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'intérêt pour le château fut à nouveau ravivé. Maintenant, le château de Najac est un monument historique classé qui attire de nombreux visiteurs. Bien qu'en partie en ruine, il conserve des éléments architecturaux remarquables, témoins de son passé glorieux. Les visiteurs peuvent notamment admirer le donjon, la chapelle gothique et profiter de la vue panoramique sur la vallée de l'Aveyron depuis ses remparts. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur la mort des rois de France qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt.